En 2025, a empêché un choc silencieux à inverser des décennies d'habitudes commerciales et déplacer des flux que l'on croyait figés. Tandis que Washington et Pékin s'écharpaient sur des tarifs doublés, des usines au Burkina Faso rallumaient leurs lignes, des moulins à coton repartaient, et les ports d'Afrique de l'Ouest retrouvaient le vacarme méthodique d'un travail que l'on n'attendait plus. Alors, que signifie ce basculement pour Ibrahim Traoré? Et pour vous qui regardez ce mouvement gagner le Sahel, simple détour conjoncturel ou début d'une souveraineté productive enfin prise au sérieux? Le centre de gravité s'est déplacé d'un cran et les cartes se redessinent. Ce qui commence comme une querelle tarifaire entre deux géants devient soudain une redistribution des cartes. Les États-Unis et la Chine pensaient déplacer des pourcentages. Ils ont déclenché un glissement de gravité. Car pendant que les cargos se vident en Asie, le Burkina Faso, le Ghana et le Sénégal comblent les vides. Des filatures rallumant les machines, les raffineries de cacao tournent à plein régime et des contrats migrent vers le sud. Les économistes y voient plus qu'un effet secondaire, une chance de remodeler la souveraineté industrielle africaine. Pour Ibrahim Traoré, c'est l'instant de vérité. Transformer la dépendance en production, la marge en moteur. Mais tout basculement exige un risque, celui de devenir atelier du monde ou laboratoire de dignité. C'est la promesse et le danger du moment. La prospérité à portée de main, mais sous surveillance mondiale. Et si ce choc économique n'était pas une crise, mais un test? En moins de 6 mois, les routes maritimes mondiales ont changé de direction. C'est la première fois depuis 30 ans qu'un flux de conteneurs quitte Shanghai pour accoster à Abidjan ou à Théma. Ce simple mouvement représente plus de 84 milliards de dollars d'engagements commerciaux liés à l'Afrique au troisième trimestre 2025, selon les projections consolidées. Derrière ces chiffres, un renversement silencieux, alors que les tarifs entre Washington et Pékin doublaient du jour au lendemain. Des entreprises textiles américaines et des groupes agricoles européens cherchaient désespérément des zones stables, éloignées des sanctions croisées. Elles ont trouvé le Sahel. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré a présenté son projet de corridor agro-industriel, un réseau de 6000 km reliant rail, énergie et ports entre 6 pays. Le plan n'était pas une utopie. Dès le milieu de l'année, les premiers contrats signés atteignaient 8,6 milliards USD, un record national. Cette dynamique a transformé des zones industrielles autrefois muettes en foyers d'activité. À Bobo-Dioulasso, un parc de 120 acres emploie désormais 4000 ouvriers, et au Niger, les ingénieurs assemblent des systèmes solaires d'irrigation destinés à l'Europe du Sud. Pour les observateurs, le symbole dépasse la logistique. C'est l'émergence d'une Afrique productrice, non plus dépendante d'aide extérieure, mais connectée par la demande mondiale. Les économistes rappellent pourtant que l'essor reste fragile. Sans gouvernance solide, le continent risque de redevenir une chaîne de montage externalisée. Mais Ibrahim Traoré et plusieurs dirigeants de l'Alliance du Sahel insistent sur une formule claire. Partenariat, oui. Dépendance, non. C'est la ligne de crête entre ambition et appropriation. Les chiffres racontent un basculement. En 2024, les exportations non pétrolières africaines s'élevaient à 72 milliards USD. Un an plus tard, elles frôlaient les 100. Ce que le monde voyait comme une crise devient, pour certains, le commencement d'un siècle africain. Dans les ateliers du nouveau corridor sahélien, les visages racontent la transition mieux que les rapports. À Bobo-Dioulasso, une ouvrière nommée Mariam plie des rouleaux de coton dans une usine rouverte après 4 ans de silence industriel. « Nous cousons pour le monde, mais cette fois sous notre drapeau », dit-elle en souriant. Son salaire, modeste mais régulier, soutient 3 foyers. Son témoignage symbolise la reprise économique locale que les statistiques peinent encore à mesurer. À quelques centaines de kilomètres, dans la région de Dori, des techniciens burkinabés installent des pompes d'irrigation solaire destinées à l'Espagne. Ces dispositifs, autrefois importés, sont désormais assemblés sur place grâce aux coentreprises négociées par le gouvernement d'Ibrahim Traoré. Chaque turbine testée devient un signe tangible d'autonomie, un savoir-faire conservé, un emploi stabilisé, une dépendance en moins. C'est cette approche pragmatique,
produire, pas supplier, qui redéfinit le rôle du Burkina Faso dans la chaîne mondiale. Mais au-delà des réussites visibles, le plus grand changement se joue dans les mentalités. Les jeunes ingénieurs voient désormais le Sahel non plus comme un départ forcé, mais comme un terrain d'avenir. Les ministères, souvent accusés d'inertie, adoptent un langage neuf. Logistique, chaîne de valeur, cotation régionale. L'État burkinabé s'impose peu à peu comme un coordinateur industriel, pas un simple gestionnaire d'aide. Dans cette recomposition discrète, Ibrahim Traoré n'apparaît pas en démiurge, mais en catalyseur, celui qui transforme un vide en levier. Et derrière chaque contrat signé, une idée s'enracine. La souveraineté se construit, elle ne se réclame pas. Tout commence au début de 2025. Les États-Unis doublent les droits de douane sur plus de 300 milliards USD d'importations chinoises. Pékin réplique, lithium, terre rare, semi-conducteurs. En quelques semaines, l'assurance maritime grimpe de 22%. Les conteneurs s'empilent à Singapour et Shenzhen, et les chaînes construites en 30 ans se brisent en 30 jours. Le choc est mondial. Les entreprises occidentales cherchent un refuge. Elles regardent vers le sud. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré saisit l'instant. Son gouvernement annonce le corridor agro-industriel, 6000 km de rails, d'énergie et de ports. L'idée, transformer la position enclavée du Sahel en avantage logistique. Les premiers appels d'offres affluent, coton, or, céréales. Les usines redémarrent, les lumières se rallument à Bobo-Dioulasso. Les métiers à tisser ronronnent, les voix des ouvriers couvrent à nouveau le silence post-pandémique. L'apogée survient à la mi-2025. Les chiffres explosent. Plus 31% d'exportations non pétrolières, 8,6 milliards USD de nouveaux contrats, 4000 emplois créés en moins de 6 mois. Les caméras locales filment des convois de wagons quittant Ouagadougou, direction Tema. Dans les hangars, les panneaux Made in Africa remplacent les vieilles caisses Assembled in Asia. Les investisseurs américains signent, les Européens observent. Le Sahel devient un pari, non un risque. Des accords de coentreprise apparaissent, donnant 51% de contrôle aux États. Une audace nouvelle circule, produire sur place, exporter par soi-même. Mais chaque ascension laisse une onde de choc. À Pékin, les ministères calculent les pertes et répliquent. Intensification des routes vers l'Angola et la Tanzanie. Prêts convertis en participation. À Washington, le Congrès débat d'un plan de délocalisation pro-Afrique. En Europe, les analystes avertissent d'un effet domino sur les prix industriels. Les courbes se croisent, les alliances se brouillent. Le centre économique du monde bouge imperceptiblement. Pour l'Afrique, l'effet est double. D'un côté, les devises se stabilisent, le franc CFA adossé à l'or renforce sa crédibilité. De l'autre, la pression s'intensifie. Investisseurs, prêteurs, gouvernance. Le succès attire les regards et les convoitises. Mais Ibrahim Traoré martèle la même phrase « Nous faisons du commerce, pas de dépendance ». Ce leitmotiv devient la boussole d'un continent qui refuse de choisir entre Chine et Occident. L'onde atteint l'opinion publique. Les journaux locaux parlent de révolution tranquille. Les économistes de Lagos ou de Dakar parlent de pivot africain. Dans les marchés, les vendeurs évoquent la fierté avant le profit. Le monde, sans le dire, commence à suivre. Le déclencheur a produit son onde. Une autre économie se lève. Les chiffres racontent la révolution mieux que les slogans. En 2024, les exportations non pétrolières africaines totalisaient 72 milliards USD. En 2025, elles atteignent déjà 94 milliards USD, soit une hausse de 30%. Ce bond reflète une recomposition de la production mondiale à une vitesse inédite. Chaque milliard traduit des usines rouvertes, des rails réparés et des ports modernisés. 8,6 milliards USD au Burkina Faso. Ce montant correspond à la valeur cumulée des nouveaux contrats textiles, miniers et ferroviaires. Chaque projet apporte entre 300 et 500 emplois, ancrant l'activité au cœur des régions rurales. Les revenus fiscaux liés à ces contrats couvrent désormais 12% du budget national. Ce que les dons internationaux finançaient hier, les exportations locales le soutiennent aujourd'hui. Plus de 40% d'emplois manufacturiers créés en un an. L'industrie textile concentre la plus forte progression. 4 000 ouvriers à Bobo-Dioulasso, 2 000 à Ouagadougou.
Les statistiques officielles indiquent que les salaires industriels dépassent pour la première fois ceux du secteur public d'entrée de carrière. Cette inversion historique renverse le rapport de prestige. Produire devient une fierté nationale. Ibrahim Traoré l'explique ainsi : « L'avenir de notre dignité passe par la machine et non par la dette. 22% d'augmentation des assurances maritimes mondiales. Ce surcoût, provoqué par la guerre commerciale, a redirigé les flux vers les routes plus courtes du Sahel. Les ports de Tema, Lomé et Abidjan traitent aujourd'hui 18% de conteneurs supplémentaires par rapport à 2023. Chaque navire qui accoste renforce la perception d'une Afrique devenue incontournable. Le chiffre n'est pas seulement logistique, il traduit un changement de centre de gravité. Mais derrière ces moyennes brillantes se cachent des contrastes. Certains secteurs, comme l'agro-transformation, restent dépendants des importations de pièces. Les analystes soulignent que 35% de la valeur ajoutée quitte encore le continent sous forme de dividendes. Le défi des 5 prochaines années sera d'élever ce ratio de captation au-delà de 80%. Les ministères de l'économie travaillent déjà à un indice de propriété productive nationale. Ces métriques redessinent la carte mentale de la souveraineté. Elles montrent que la croissance n'est pas un miracle, mais une méthode. Chaque ligne de tableau correspond à une décision, pas à une faveur. Et sous chaque colonne, on lit la même ambition : convertir le volume en pouvoir. L'ensemble compose une vérité nouvelle. La prospérité africaine s'écrit désormais en décimales, non en promesses. Les chiffres ne remplacent pas la politique, mais ils prouvent qu'elle peut tenir parole. Ibrahim Traoré le répète dans chaque discours. Nos statistiques sont nos armes les plus pacifiques. Deux visions s'affrontent sur la scène africaine, toutes deux ancrées dans la réalité des chiffres. La première, optimiste, voit dans la guerre commerciale sino-américaine une chance historique, un espace d'émancipation où l'Afrique, pour la première fois, n'est ni terrain d'aide, ni marché captif. Les infrastructures se multiplient, les exportations franchissent les 100 milliards USD, et des usines burkinabées ou ghanéennes deviennent symboles d'indépendance productive. Pour cette école, le pivot africain est une conséquence logique. Le monde cherche des coûts, l'Afrique offre stabilité et jeunesse. La seconde vision, prudente, rappelle les pièges du passé. Elle redoute que ce nouveau cycle de croissance reproduise l'ancien modèle. Extraction locale, profits expatriés, décisions prises ailleurs. Les accords de co-entreprise, si ambitieux soient-ils, cachent parfois des clauses d'arbitrage défavorables. Un économiste nigérien résume la crainte : « Nous changeons de client, pas de structure. » Ce courant craint que les États du Sahel deviennent les sous-traitants d'une mondialisation relocalisée. Entre ces deux pôles, Ibrahim Traoré avance une ligne médiane, réaliste et ferme. Ni euphorie, ni méfiance, discipline. Il admet le risque, mais refuse le fatalisme. Son argument s'appuie sur des faits. 51% des nouvelles coentreprises accordent le contrôle majoritaire à l'État. Les bénéfices réinvestis localement atteignent déjà 38%. Ces chiffres, modestes mais vérifiables, tracent une frontière nette entre dépendance et souveraineté. Pour Traoré, la solution n'est pas de refuser les partenariats, mais de les écrire en son propre nom. Ce débat structure la pensée économique du Sahel. Il ne s'agit plus d'être pour ou contre la mondialisation, mais de décider comment la conduire. Et derrière ces divergences se cache une même aspiration : ne plus être les notes de bas de page d'une chaîne d'approvisionnement, mais les auteurs d'un chapitre inédit. Dans ce dialogue des contraires, la conviction la plus solide reste celle des faits. Le silence devient une stratégie. Alors que les géants parlent de sanctions, l'Afrique répond par la production. Dans les coulisses, un basculement psychologique se joue. Pour la première fois depuis des décennies, le continent agit avant de réagir. Les investisseurs étrangers s'ajustent, les gouvernements africains fixent les termes. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré résume le moment. « Nous ne quémandons pas des marchés, nous les créons ». Cette phrase circule dans les ateliers comme un mot d'ordre. Les dirigeants du Sahel traduisent le discours en politique. Standardiser les taxes, mutualiser la logistique, numériser les douanes. Chaque décision réduit la marge d'incertitude, chaque signature renforce l'autonomie, mais l'inflexion dépasse la technique. Elle touche la perception mondiale. La presse financière occidentale découvre que le corridor sahélien n'est plus un pari exotique, mais un indicateur de stabilité. Les feuilles de
de calcul remplacent les clichés. L'Afrique cesse d'être observée, elle commence à observer. Sous ce calme apparent, une révolution de posture s'installe. La souveraineté n'est plus un discours, c'est un mode opératoire. Et ceux qui doutaient commencent à la recalculer leurs cartes. L'année 2026 marque le passage du symbole à la substance. Les graphiques économiques se doublent d'histoires humaines. Les bilans deviennent visages. Derrière chaque pourcentage, un choix politique s'ancre, un effet concret se mesure. Les gouvernements du Sahel découvrent la force du collectif. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger harmonisent leur code du travail et leurs taxes à l'exportation. Ils créent une autorité de souveraineté économique du Sahel, chargée de trancher les litiges sans recours à des tribunaux étrangers. Cette coordination, longtemps jugée impossible, réduit de 14% les délais douaniers et stabilise la fiscalité régionale. Ibrahim Traoré en fait un outil de cohésion. Nous ne partageons pas seulement des frontières, mais des leviers. L'intégration cesse d'être un slogan panafricain pour devenir un protocole de gestion. Les multinationales, d'abord prudentes, ajustent leurs plans. Les compagnies américaines déplacent leur filature du Vietnam vers Bobo-Dioulasso. Les groupes européens investissent dans la transformation du cacao. Les études de la Banque africaine de développement montrent qu'en 18 mois, la productivité industrielle du corridor a cru de 27%. Le Made in Africa gagne en crédibilité et en traçabilité, soutenu par des normes locales et une politique d'audit public. Les exportations ne sont plus un flux brut, mais un récit maîtrisé. Le changement s'enracine dans les quotidiens. Les coopératives agricoles deviennent actionnaires minoritaires des usines qu'elles approvisionnent. Les syndicats, longtemps cantonnés aux revendications salariales, négocient désormais des clauses de formation et de transfert technologique. Les ONG parlent moins d'aide humanitaire que de transparence contractuelle. Dans les rues de Ouagadougou, des panneaux affichent « Nous exportons notre travail, pas notre futur ». La fierté remplace la résignation. La dignité devient mesurable. À l'échelle régionale, l'impact se lit dans les chiffres. Plus 35% de trafic portuaire à Tema, plus 22% à Abidjan. Les investisseurs asiatiques reconfigurent leurs itinéraires. Les Européens lancent des offres de partenariats stratégiques. Mais la plus grande mutation est diplomatique. Le Sahel négocie désormais d'égal à l'égal. Le ton des conférences a changé. Moins de promesses, plus de protocoles. L'Afrique s'avance avec ses propres conditions et le monde, surpris, écoute. Ce glissement discret redéfinit la hiérarchie mondiale. Un continent autrefois périphérique devient pôle de décision. Et quand Ibrahim Traoré conclut un sommet par la phrase « L'avenir ne se mendie pas, il se fabrique », même les sceptiques notent qu'il parle chiffres, pas slogan. 3 trajectoires se dessinent, toutes plausibles, chacune porteuse d'un message pour le continent et pour le monde. Le corridor sahélien consolide ses acquis. Les investissements étrangers continuent d'affluer, portés par les avantages logistiques et la stabilité relative du bloc AES. Les exportations non pétrolières atteignent 110 milliards USD fin 2026. La croissance moyenne reste autour de 6%. L'Afrique devient un partenaire industriel reconnu sans rupture géopolitique majeure. Mais la vigilance s'impose. Dépendance technologique et tensions sociales peuvent freiner la cadence. Ibrahim Traoré plaide alors pour une discipline économique. Produire avec méthode, dépenser avec prudence. La demande mondiale se réoriente massivement vers le sud. Les politiques d'accès au crédit, soutenues par Washington et Pékin, déclenchent un effet domino d'industrialisation. Les exportations franchissent les 120 milliards USD dès 2027. Le Sahel devient un pôle manufacturier régional. La transition énergétique européenne, dépendante du cuivre et du cobalt africain, consolide cette trajectoire. L'Afrique parle d'égal à égal dans les forums économiques mondiaux, mais cet essor rapide exige une gouvernance irréprochable. La prospérité ne vaut que si elle reste partagée. Les tensions géopolitiques s'aggravent. Une crise monétaire ou des cyberattaques ciblées sur les réseaux logistiques provoquent un ralentissement brutal. Les exportations retombent sous les 90 milliards USD. Les dettes publiques gonflent. Les investisseurs fuient. Les États replient leurs priorités. Le rêve industriel s'effrite, la méfiance réapparaît. Mais même dans ce scénario, une leçon subsiste. La dépendance coûte toujours plus cher que la lenteur. Entre ces 3 lignes, le futur africain n'est pas écrit,
il se négocie. La question n'est pas « que fera le monde ?», mais l'Afrique osera-t-elle décider à la vitesse de ses ambitions ? Ce que les bilans économiques résument en colonnes, les rues le vivent en son. À Ouagadougou, les klaxons des camions chargés d'or et de coton se mêlent aux voix d'étudiants qui récitent les flux logistiques au lieu des poèmes d'aide internationale. Une génération entière apprend à parler le langage de la production. Les ouvriers, les commerçants, les enseignants s'approprient d'une idée simple. L'avenir n'est pas une faveur, c'est une compétence. Dans les cafés, on commente les taux d'exportation comme on commentait jadis les matchs de football. La fierté circule, non pas comme un slogan nationaliste, mais comme une respiration collective. Même ceux qui n'ont pas d'usine sentent que la dignité se reconstruit à travers le travail visible. Ibrahim Traoré le répète dans ses interventions. Le patriotisme économique commence à la maison, avec la rigueur quotidienne. Ces mots deviennent des affiches, des leçons. Draantiesson sont dans les écoles, des phrases de motivation dans les ateliers. Cette incarnation personnelle, ni héroïque ni populiste, aligne le symbole sur la méthode. Loin des discours, il impose une pédagogie de la constance. Une Afrique qui apprend à compter pour elle-même. Et vous, lecteurs, spectateurs, auditeurs, comment mesurez-vous la souveraineté ? Est-ce une idée que l'on revendique ou un effort que l'on entretient ? Vous pouvez soutenir ce mouvement simplement, en partageant l'information vérifiée, en privilégiant les produits issus de cette nouvelle chaîne africaine, en corrigeant les récits approximatifs. Chaque geste alimente la cohérence d'un tournant encore fragile. Parce qu'au fond, cette histoire parle de nous tous, de la valeur qu'on donne au travail honnête et de la clarté qu'on exige de ceux qui décident. La transformation économique du Sahel n'aura de sens que si elle s'organise. Derrière les discours, il faut une méthode, des actions séquencées, mesurables, cumulatives. Ibrahim Traoré résume ce principe en 5 verbes: cartographier, produire, contrôler, partager, évaluer. Commençons par cartographier les chaînes locales. Chaque ministère doit dresser une carte de dépendance. Où sont les goulots ? Qui détient la logistique ? Quelles pièces viennent encore de l'extérieur ? Cet audit, mis à jour chaque trimestre, constitue la base de toute négociation avec les partenaires étrangers. Ensuite, il faut produire à proximité. Les États membres du bloc AES prévoient la création de 5 zones intégrées de fabrication. Textile, agro-industrie, métaux, énergie solaire et microcomposants. Chaque zone doit atteindre 60% d'intrants régionaux d'ici 2028. Puis, il convient de contrôler la valeur. Les banques publiques sont invitées à publier un indice de propriété productive, part nationale dans chaque exportation. Cet indicateur devient le thermomètre de la souveraineté. De plus, il est essentiel de partager la connaissance. Universités, entreprises et gouvernements s'unissent pour des formations duales. Un ingénieur formé sur le corridor doit transmettre son savoir à 10 étudiants en 2 ans. Ainsi, la compétence devient un multiplicateur, pas un secret. Enfin, il faut évaluer et ajuster. Chaque semestre, un comité mixte analyse l'écart entre objectifs et réalisation. Les résultats sont publiés, débattus, corrigés. Transparence comme condition de confiance. Ces 5 mouvements dessinent une stratégie à la fois humble et robuste. Ils ne promettent pas le miracle, ils garantissent la cohérence. Et dans les mots de Ibrahim Traoré, la souveraineté ne se décrète pas, elle s'administre. Dans les ateliers de Bobo Dioulasso, le bruit des machines est devenu un langage. Chaque cliquetis répète la même phrase entendue au début de cette histoire. Produire, pas supplier. C'est là que se mesure la victoire silencieuse d'un peuple qui a choisi la constance plutôt que la plainte. À travers la poussière dorée du Sahel, les rails du corridor reflètent une promesse tenue. Les ouvriers qui cousent, les ingénieurs qui soudent, les fermiers qui exportent, partagent désormais une conviction simple. La dignité se fabrique, comme une pièce d'acier. Ibrahim Traoré, debout devant ces chaînes qu'il a contribué à rallumer, ne parle plus de symboles, mais d'entretien, de méthode, d'endurance. Ces mots pèsent moins comme des slogans que comme des repères. Le travail est notre souveraineté en mouvement. Dans ce souffle collectif, l'Afrique n'attend plus la validation du monde. Elle signe, construit, expédie, enseigne.
Et quand les ports du golfe de Guinée s'illuminent la nuit, ce n'est pas seulement le commerce qu'on y voit, c'est la mémoire d'un continent qui apprend à écrire sa propre lumière. Cette histoire ne cherche pas l'adhésion, elle propose une participation, parce qu'au fond, la souveraineté n'est pas qu'un mot d'État, c'est un lien social. Chaque fois qu'un produit africain circule sans intermédiaire, une idée gagne du terrain. Chaque fois qu'une donnée économique locale remplace un cliché importé, la carte du monde s'ajuste d'1 millimètre. Ibrahim Traoré dit souvent « Nous ne voulons pas être un exemple, mais une habitude ». Et c'est sans doute là la vraie révolution. Transformer le geste isolé en pratique collective. Partager une vidéo, corriger une statistique, citer une source africaine fiable, ce sont des formes modernes de souveraineté citoyenne. Le pouvoir ne se concentre plus au sommet. Il se diffuse par l'attention, la rigueur et la parole exacte. Alors, toi qui lis, regarde, écoute. Que protégerais-tu d'abord si la prospérité venait frapper à ta porte? La dignité ou le profit? La mémoire ou la vitesse? Réponds, même en silence, car c'est là que commence la souveraineté.